Mon nom est Emily Carter. J'ai 34 ans. Le moment où cette histoire a vraiment commencé, mon jeune frère s'est penché au-dessus de la table lors d'un dîner d'anniversaire familial bondé et a dit, comme s'il demandait à emprunter une chaise de jardin, que je devrais le laisser utiliser ma maison de vacances pour gagner un peu d'argent. J'ai d'abord ri, pensant qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Il m'a dit que j'utilisais à peine la maison de toute façon, qu'il avait un plan d'affaires, qu'il était stupide de laisser une maison de plage parfaitement fonctionnelle sans rien faire alors qu'elle pourrait rapporter de l'argent. Puis il a dit la phrase qui a fait taire toute la table. Il a dit que la famille devrait profiter des biens familiaux. Et avant même que je puisse répondre, mes parents ont pris son parti. Ils ne m'ont pas demandé ce que je voulais. Ils ne lui ont pas rappelé que j'avais acheté cette maison avec mon propre argent. Ils ont agi comme si j'étais égoïste de refuser de céder une propriété pour laquelle j'avais travaillé des années pour pouvoir me l'offrir. Les choses se sont rapidement envenimées. Ces enfants ont semé le désordre. D'une manière ou d'une autre, on m'en a blâmé. Et soudain, tout le dîner s'est transformé en un procès public sur mon attitude, mes limites et ma manie de toujours tout vouloir contrôler. J'ai dit non, calmement et clairement. Je pensais que cela mettrait fin à la discussion. Ce ne fut pas le cas. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que mon frère utilisait ma maison de vacances dans mon dos. Puis sont venues les images de la caméra. Puis les fractions. Et au moment où tout était terminé, j'avais mis en place un plan qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Avant que je vous raconte ce qu'il a fait après mon refus, et le plan qui a fait blêmir son visage, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je me demande toujours jusqu'où des histoires comme celle-ci voyagent. La maison se trouvait dans les Outer Banks, un endroit que j'avais acheté 3 ans plus tôt après une décennie brutale d'économie, d'investissement et de refus de tout ce qui était amusant pendant que je construisais ma vie à Orlando. Je ne l'ai jamais acheté pour frimer. Je l'ai acheté parce que j'aimais l'idée d'avoir un endroit paisible, sans lien avec quoi que ce soit de déplaisant, un endroit qui n'appartenait ni aux politiques de bureau, ni à la culpabilité familiale, ni aux exigences de quiconque. Quand je l'ai eu, j'ai laissé mes parents y séjourner quelques fois par an. Je pensais faire quelque chose de gentil. Je pensais que la générosité serait appréciée. C'était ma première erreur. Le dîner d'anniversaire a tourné en boucle dans ma tête pendant des jours. Le ton autoritaire de mon frère. Le petit soupir agacé de ma mère quand j'ai refusé. Mon père agissant comme si je l'avais embarrassé simplement en disant le mot non. Mon mari, Ryan, n'arrêtez pas de me répéter la même chose, il ne s'agit pas d'une maison de vacances. Il s'agit du fait qu'ils ont décidé que tes limites n'ont pas d'importance. Il avait raison. Mais je n'étais toujours pas préparé à ce qui allait suivre. 3 matins plus tard, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un courriel automatisé du système de sécurité de la maison. Mouvement détecté. Activité à l'entrée principale. J'ai ouvert l'application en m'attendant à voir une alerte de maintenance ou peut-être la société de nettoyage. À la place, j'ai vu des images datant de 2 nuits plus tôt qui n'avaient jamais été enregistrées parce que quelqu'un avait temporairement désactivé les alertes push sur le compte. Un homme déverrouillait ma porte d'entrée avec un code que je n'avais pas autorisé. Juste derrière lui se trouvait un couple traînant des valises à roulettes. Puis un autre clip, puis un autre. Des étrangers différents, des week-ends différents, des voitures différentes. Certains entraient en riant, certains apportaient des glacières. Un groupe transportait des caisses de bière. J'étais assise là, à regarder mon téléphone dans une salle de conférence, le corps glacé, car je reconnaissais l'homme qui les guidait à chaque fois. C'était Brandon, mon frère. Il ne vérifiait pas la maison. Il n'aidait pas. Il hébergeait des étrangers chez moi. J'ai quitté le travail plus tôt, je suis rentré chez moi en tremblant et j'ai commencé à rassembler tous les dossiers que je pouvais trouver, les pics de consommation des services publics, les factures de nettoyage que je n'avais jamais approuvées, les connexions Wi-Fi des invités. Les commandes de linge supplémentaires. Puis j'ai trouvé la vraie preuve. Des confirmations de réservation archivées, extraites d'un vieux dossier de courriel. Il avait mis ma maison en location via un compte de location à court terme lié à un nom différent, mais les relevés de paiement pointaient vers lui. Il faisait cela depuis plus d'1 an, pas une fois, pas 2 fois, mais régulièrement, discrètement, de manière rentable. Lorsque je l'ai confronté dans la discussion de groupe familial avec des captures d'écran, Brandon a répondu en premier, « Détends-toi. » Je gardais la maison active.
C'était sa défense. Ma mère a enchaîné juste après lui, il est sous pression et essaie de construire quelque chose pour sa famille. Puis mon père, tu devrais être reconnaissante qu'il rende la propriété utile. Utile. Ce mot me crispe encore la mâchoire. Je me souviens être assise à l'îlot de ma cuisine, lisant ses messages, tandis que Ryan se tenait en face de moi, silencieux, car même lui ne savait pas quoi dire au début. Le pire n'était pas l'argent, bien qu'il y en ait eu beaucoup. Le pire, c'était de réaliser qu'ils avaient tous été au courant. Mes parents n'avaient pas seulement pris son parti au dîner. Ils faisaient déjà partie du mensonge. Avez-vous déjà eu ce moment où les preuves sont si claires que vous souhaiteriez presque qu'elles ne le soient pas? Quand vous arrêtez de vous demander si quelqu'un vous a trahi et commencez à vous demander depuis combien de temps ils sont à l'aise avec cette idée. Cette nuit-là, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable et je l'ai intitulé quelque chose que je n'avais jamais eu l'intention de montrer à qui que ce soit, la lettre que je n'enverrai jamais. La première ligne que j'ai écrite était simple, vous n'avez pas brisé mon cœur en prenant la maison. Vous l'avez brisé quand vous avez tous convenu que c'était acceptable. Je n'ai pas beaucoup dormi. Au lever du soleil, je n'étais plus confuse. J'étais froide. Et être froide, pour moi, c'est le moment où la vraie planification commence. Le lendemain matin, j'ai appelé un gestionnaire immobilier local en Caroline du Nord nommé Mike Reynolds, un ancien marine qui avait exactement le genre de voix que j'avais besoin d'entendre, pratique, imperturbable, allergique au drame. Je lui ai dit que j'avais besoin que les serrures soient changées le jour même, que chaque code soit réinitialisé, que chaque double de clé soit retrouvé, que les caméras extérieures soient vérifiées, que les dommages intérieurs soient documentés. Et qu'absolument personne ne soit admis sur la propriété sans une autorisation écrite de ma part. Il n'a pas perdu de temps à demander pourquoi. Il a simplement dit, compris. Je vous enverrai un rapport complet d'ici ce soir. Cette seule phrase a fait plus pour mon système nerveux que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Cela sonnait comme le contrôle. Cela sonnait comme le début des conséquences. Pendant que Mike se rendait sur place, je suis resté au téléphone avec la compagnie d'alarme et j'ai découvert que les paramètres du compte avaient été modifiés des mois plus tôt en utilisant le numéro de téléphone de ma mère comme contact secondaire. Cela expliquait pourquoi certaines notifications ne m'étaient jamais parvenues. J'ai continué à creuser et j'ai trouvé des reçus de covoiturage, des livraisons d'épicerie et une facture d'un artisan local pour le remplacement de meubles de patio après des dommages causés par des invités. Des dommages causés par des invités. Mon frère gérait ma maison comme une activité secondaire, et mes parents avaient apparemment aidé à construire la couverture. En fin d'après-midi, Mike a commencé à envoyer des photos. Les premières m'ont mis en colère. Les suivantes m'ont rendu malade. Il y avait des auréoles de vin sur une table d'appoint en bois que j'avais choisi moi-même, du sable incrusté dans le tapis du couloir, une lampe ébréchée dans la chambre à l'étage, des jouets de plage en plastique bon marché dans un placard où je gardais des couettes supplémentaires. Et une longue éraflure sur le sol de la salle à manger qui semblait avoir été faite par quelqu'un qui avait traîné des meubles sans se soucier de ce qui l'abîmait. Puis sont venues les photos du patio, des marques de brûlures près de la balustrade, des guirlandes lumineuses cassées. Quelqu'un avait clairement organisé une fête là-bas. Mike a appelé juste après. Émilie, a-t-il dit prudemment. Ce n'était pas une utilisation occasionnelle. C'était une rotation répétée. Votre frère ne traitait pas cela comme une propriété familiale. Il le traitait comme un inventaire. Cette phrase a endurci quelque chose en moi. Je ne suis pas de nature dramatique. Je n'aime pas la confrontation. Je suis le genre de personne qui a passé la majeure partie de sa vie à être félicité pour être raisonnable, ce qui est souvent juste un autre mot que les gens utilisent quand ils s'attendent à ce que vous subissiez poliment les mauvais traitements. Mais il y a une ligne entre la paix et l'effacement de soi, et j'ai réalisé que j'avais franchi cette ligne il y a des années. Brandon a appelé pendant que j'écrivais, puis encore, et encore. J'ai ignoré les 3 premiers appels. Au 4e, Ryan m'a regardé et a dit, prends-le sur haut-parleur. C'est ce que j'ai fait. Brandon a commencé à crier immédiatement. Il a dit que je l'humiliais, que je le sabotais, que j'agissais comme une tyran avide de pouvoir pour une maison où personne ne vit même. Quand je lui ai dit que chaque serrure avait été changée et que toute communication future passerait par des documents, et non par la culpabilité familiale, il a eu ce rire qu'il utilise quand il pense pouvoir intimider les gens pour les faire plier. Il a dit, tu ne peux pas m'exclure de quelque chose d'aussi gros et t'attendre à ce que je l'accepte sans rien dire. Il y a eu une pause après cela,
juste assez longue pour que Ryan et moi entendions ce qu'il avait vraiment dit. Pas demander, pas respecter. Le prendre. Comme s'il y avait un droit. Comme si mon refus était un obstacle temporaire, pas une réponse définitive. C'est alors que Ryan s'est penché plus près et a murmuré à voix basse, « Il n'a pas fini. » Il avait raison. Aucun d'eux n'avait fini. Ma mère m'a envoyé un texto une minute plus tard, « S'il te plaît, arrête d'envenimer la situation. Ton frère est émotif. » Mon père a texté après elle, « Tu transformes un problème familial en un problème juridique. » Cette phrase m'a presque fait rire. Non, pensais-je, Brandon l'avait déjà rendu juridique. J'étais juste la première personne dans cette famille prête à le dire à voix haute. Avant de me coucher, j'ai relu la lettre et j'ai ajouté une ligne de plus, « Aujourd'hui, j'ai cessé d'espérer que vous me choisiriez. Aujourd'hui, je me suis choisi moi-même. » J'aimerais pouvoir dire que cela m'a apporté la paix. Ce ne fut pas le cas. Cela m'a apporté de la clarté. Et la clarté est bien plus dangereuse pour les gens qui ont vécu trop longtemps sur votre hésitation. Une semaine s'est écoulée, trop calme, ce qui dans des familles comme la mienne signifie généralement que quelque chose de mauvais se prépare. Mike surveillait la propriété. J'archivais chaque message. Ryan me poussait à manger, à dormir et à arrêter de regarder l'application de la caméra toutes les 20 minutes. J'ai essayé. Puis, un jeudi soir, juste après 23 heures, mon téléphone a explosé d'alerte. Mouvement au portail avant, mouvement à l'entrée arrière, sensibilité à la casse de verre déclenchée. J'étais dans le salon avec Ryan quand le premier flux de la caméra s'est ouvert. L'image était granuleuse avec la lumière infrarouge, mais j'ai su qui c'était avant que l'écran ne devienne net. Brandon, casquette de baseball baissée, des gants, une main agrippant ce qui ressemblait à un vieux porte-clés, l'autre portant un pied de biche. Il n'était pas là pour parler. Il n'était pas là pour vérifier les choses. Il avait conduit jusqu'en Caroline du Nord pour s'introduire de force dans une maison que j'avais légalement verrouillée. Nous avons regardé en temps réel alors qu'il essayait le portail latéral, jurait, se déplaçait vers la terrasse arrière et enfonçait l'outil dans le cadre de la porte. Mon corps entier est devenu chaud de rage et froid d'incrédulité en même temps. Ryan attrapait déjà son téléphone. Mike appelait déjà le shérif parce que le système l'avait alerté aussi. Brandon a poussé une fois, 2 fois, puis la porte a cédé suffisamment pour que l'alarme hurle dans la nuit. Il s'est figé une demi-seconde, puis est entré quand même. Cela m'a tout dit. Ce n'était pas une impulsion. C'était le sentiment d'avoir un droit, mais avec des outils. C'était un homme tellement convaincu qu'il ne devrait jamais entendre le mot au nom et qu'il a commis un crime pour l'effacer. Les adjoints sont arrivés rapidement. Je les ai vus inonder le porche pendant que Brandon essayait de ressortir par où il était entré. Il s'est retrouvé face contre terre sur ma terrasse en quelques secondes, les poignets derrière le dos, le pied de biche gisant à quelques mètres sous les projecteurs. Je pensais que je ressentirais de la satisfaction. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus calme et de plus laid. La finalité. Parce qu'une fois que vous voyez votre propre frère se faire arrêter sur le porche d'une maison qu'il a essayé de vous voler, une petite dernière version pleine d'espoir de la famille meurt. Ma mère a appelé avant même que les adjoints aient fini de le charger dans la voiture. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre, mais le message était familier. Il était contrarié. Il ne réfléchissait pas. Je l'avais poussé trop loin. Ne pouvais-je pas s'il vous plaît faire disparaître tout ça? Mon père est venu ensuite au téléphone, ne pleurant pas, juste furieux. Il m'a dit que des poursuites détruiraient la vie de Brandon. Je me souviens avoir fixé l'image de la caméra en pause, celle où le visage de Brandon était tourné de côté contre les planches, pris au piège, furieux et choqué que la réalité l'ait enfin rattrapé. Et j'ai posé une question à mon père, pensait-il que s'introduire par effraction dans ma maison améliorerait mon opinion de lui? Il n'a pas répondu. Il a changé de tactique. Il a dit, la famille gère les choses en privé. Cette phrase m'a presque fait éclater de rire. La famille avait géré les choses en privé pendant plus d'1 an. Assez en privé pour que Brandon en profite. Assez en privé pour que mes parents aident à le cacher. Assez en privé pour que ma propre maison devienne méconnaissable avant même que je sache ce qui se passait. J'ai raccroché au nez de mes 2 parents. Puis je suis restée assise, très immobile, pendant que Ryan coupait le son du flux de sécurité et passait son bras autour de moi.
Il n'a pas dit ça va aller. Il sait mieux que de proposer un faux réconfort. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Jusqu'à ce moment, j'avais réagi, documenté, protégé, fermé des portes. Mais je n'avais pas encore choisi la fin. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert la lettre non envoyée et j'ai tapé pendant 10 minutes d'affilée sans m'arrêter. Ce soir, tu as fait irruption dans plus que ma maison. Tu as fait irruption dans la dernière excuse qu'il me restait pour te faire grâce. Puis une autre ligne m'est venue à l'esprit, et quand ce fut le cas, tout a changé. J'ai pensé à ma grand-mère, Evelyne, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais parlé comme si mes limites n'étaient pas de la cruauté. Il y a des années, lorsque j'ai acheté mon premier appartement, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit, tout ce qui est donné avec amour peut devenir un poison lorsque les gens décident que cela leur est dû. Elle était partie depuis 4 ans. Mais je pouvais entendre sa voix aussi clairement que si elle était dans la pièce. C'est là que le plan a pris forme. Je ne garderai pas la maison. Je ne passerai pas des années à me battre pour l'accès, les excuses, le ressentiment et la prochaine excuse. Je la vendrai, et une partie importante des profits irait à un fonds de bourse d'études au nom de ma grand-mère pour les étudiants de première génération du comté où elle a grandi. Brandon avait transformé la maison en une machine à sous pour lui-même. J'étais sur le point de la transformer en quelque chose qu'il ne pourrait jamais toucher, jamais réclamer et jamais transformer en un moyen de pression familiale. Ryan m'a regardé quand je lui ai dit. Il est resté silencieux une seconde, puis a hoché lentement la tête. Ça, a-t-il dit, c'est la première chose que tu as dite de toute la semaine qui sonne comme la paix. Mais avant la paix, il y a eu la confrontation. Et si vous avez déjà eu des membres de votre famille toxique qui réalisent tous en même temps que la chose qu'ils prévoyaient de contrôler est sur le point de disparaître de leur portée pour toujours, alors vous savez ce que je veux dire quand je dis ceci, la panique arrive vite. La panique arrive fort. Et quand j'ai finalement annoncé ma décision à Brandon, son visage est devenu blanc. 2 jours après l'effraction, mes parents se sont présentés chez moi à Orlando sans prévenir. Ma mère avait l'air d'avoir passé tout le trajet à répéter ses larmes. Mon père avait l'air d'avoir passé le trajet à répéter son autorité. Ryan a ouvert la porte, les a vus tous les deux et m'a jeté un coup d'œil avant de les laisser entrer. Ce regard disait tout, c'est ta décision, ce sont tes règles. Je les ai laissés s'asseoir dans le salon parce que je voulais des témoins. Pas d'une scène de cris, mais de la vérité. Ma mère a commencé la première, bien sûr. Elle a dit que Brandon avait paniqué. Elle a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Elle a dit que les adjoints avaient été trop brutaux avec lui. Puis elle a dit la phrase qu'elle pensait probablement débloquerait quelque chose de doux en moi, tu sais à quel point il devient émotif quand il se sent acculé. Je l'ai juste regardé. Émotif. C'est ainsi qu'elle décrivait un homme adulte traversant les frontières de l'État avec un pied de biche pour s'introduire dans ma maison. Mon père a pris le relais quand il a vu que les larmes ne fonctionnaient pas assez vite. Il a dit que retirer les charges était la chose décente à faire. Il a dit que vendre la maison maintenant serait mesquin et impulsif. Il a dit que je punissais toute la famille pour une seule mauvaise décision. Une seule mauvaise décision. Je me suis levé et je suis allé à mon bureau avant de répondre, car je savais que si je répondais immédiatement, je pourrais dire quelque chose que je ne voudrais pas dans ma propre histoire plus tard. Quand je suis revenu, je tenais une page imprimée de la lettre non envoyée. Ma mère a vu le papier et a froncé les sourcils comme si elle était offensée que j'ai mis mes sentiments par écrit sans demander la permission. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement lu, vous m'avez appris à confondre l'endurance avec l'amour. Vous avez appris à Brandon que vouloir quelque chose assez fort était la même chose que de le mériter. Et maintenant, vous êtes tous choqués que je ne veuille plus être l'endroit d'où ces conséquences atterrissent. La pièce est devenue silencieuse. Ryan n'a pas bougé. L'expression de mon père a changé. Pas en culpabilité, mais en irritation. L'irritation spécifique d'un homme qui déteste être décrit avec précision. Ma mère s'est remise à pleurer, mais plus doucement cette fois, réalisant peut-être que l'ancien scénario ne fonctionnait pas. Puis Brandon a appelé. Je n'ai même pas eu à décider si je devais répondre, car ma mère a attrapé son propre téléphone et a dit, il veut te parler, s'il te plaît. J'ai hoché la tête une fois. Haut-parleur. Brandon semblait épuisé, mais pas désolé. Pas vraiment. Les gens désolés semblent plus petits. Brandon semblait en colère que le système sur lequel il comptait les laisser tomber. Il a dit que je surréagissais.
Il a dit que je le faisais passer pour un criminel. Je me souviens avoir souri à cela, un sourire petit et sans humour, parce que voilà encore le problème fondamental. Il croyait toujours que les apparences étaient le problème, pas les actions. Alors je lui ai dit, calmement, complètement. J'ai dit que la maison était mise en vente avec effet immédiat. J'ai dit que personne dans la famille ne recevrait d'accès, de contrôle ou de profit. Et j'ai dit qu'après les frais de clôture, les réparations et les honoraires, une partie importante de ma part serait utilisée pour créer la bourse d'études commémorative Evelyn Carter. Nom complet. Je voulais qu'il l'entende. Le nom de ma grand-mère a atterri dans cette pièce comme un verdict. Ma mère a eu le souffle coupé. Mon père s'est raidi. Au téléphone, il y a eu un silence de 2 secondes complètes. Et puis Brandon a dit, « Tu ne peux pas être sérieuse. » Je lui ai dit que je n'avais jamais été aussi sérieuse de ma vie. C'était le moment. Le moment exact. Je ne le voyais pas physiquement, mais je pouvais l'entendre. Cette étrange minceur dans sa voix que les gens ont quand le fantasme meurt enfin. Ryan a dit plus tard qu'il pouvait imaginer le visage de Brandon sans même le voir. Il est devenu complètement blanc, m'a-t-il dit après l'appel. Et il avait probablement raison, parce que Brandon savait exactement ce que la bourse signifiait. Cela signifiait que l'argent était perdu pour lui pour toujours. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas le manipuler, me faire honte pour que je le partage, ou revenir dans 6 mois avec un nouveau discours sur la reconstruction de la confiance familiale. Mon père s'est levé et m'a dit que grand-mère n'aurait jamais voulu ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, grand-mère était la seule dans cette famille à comprendre que la générosité sans respect devient de l'exploitation. Cela l'a fait taire. Ma mère a supplié à nouveau, mais maintenant la supplication avait changé de forme. Elle ne demandait pas la maison. Elle demandait l'ancienne version de moi. Celle qui expliquait, adoucissait, compromettait, absorbait, traduisait et doutait d'elle-même assez longtemps pour que tout le monde gagne. Elle a dit, Émilie, ne fais pas ça. Nous pouvons encore arranger les choses. Et pour la première fois de toute cette conversation, j'ai répondu avec une honnêteté totale au lieu de stratégie. Non, ai-je dit, vous ne pouvez pas réparer ce que vous n'avez jamais cru être mal. Puis je leur ai dit autre chose. Une fois la vente terminée, je mettrai fin à tout soutien financier informel. Plus d'aide pour les factures. Plus de virements d'urgence. Plus de prétention que ma stabilité existait comme un fonds de secours pour le chaos de Brandon et leurs excuses. Tout contact futur concernant l'affaire pénale, la propriété ou l'argent passerait par mon avocat. Mon père a qualifié cela de cruel. Ma mère l'a qualifié d'impitoyable. Brandon, toujours sur haut-parleur, l'a qualifié de vindicatif. Peut-être que pour eux, ça ressemblait à ça, parce que les limites ressemblent toujours à une agression pour les gens qui ont construit leur confort dans votre manque de limites. Mais debout là, dans mon propre salon, avec Ryan à mes côtés et cette page de la lettre non envoyée toujours dans ma main, j'ai réalisé quelque chose de presque embarrassant de simplicité. Je ne me sentais plus anéanti. Je me sentais achevé. Pas engourdi, pas vide. Achevé. Comme une porte se sent lorsque la serrure s'enclenche enfin et que vous savez que personne ne rentrera sans votre permission. Je les ai raccompagnés à la porte. Ma mère pleurait en sortant. Mon père était furieux parce qu'il ne pouvait plus commander la pièce. Brandon était devenu silencieux au téléphone. Quand la porte s'est fermée, Ryan m'a regardé et a demandé très doucement, « Comment te sens-tu » J'y ai réfléchi une seconde. Plus légère, ai-je dit, et triste. Il a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. C'était le cas, parce que parfois la vengeance ne ressemble pas à un triomphe. Parfois, elle ressemble à un deuil avec une colonne vertébrale. Les mois suivants n'ont pas été explosifs. Ils ont été administratifs, ce qui dans certains cas est bien plus dévastateur. Brandon a fini par plaider coupable pour l'effraction, violation de propriété criminelle, dommages matériels, restitution, probation. Pas de peine de prison spectaculaire, pas de chute digne d'un film, juste la paperasserie lente et humiliante des conséquences. Il a dû payer pour le cadre de porte endommagé, les réparations de la terrasse et une partie des améliorations de sécurité. Son employeur, une petite entreprise de construction, l'a licencié après une instabilité personnelle répétée, ce qui était la version polie de ce qui s'était réellement passé. Jessica a pris les enfants et a emménagé chez sa sœur pendant un certain temps. D'après ce que j'ai entendu,
elle était moins en colère contre l'arrestation elle-même que contre la prise de conscience que le projet de location de la maison n'avait jamais été une mauvaise décision temporaire. C'était un schéma de mensonge. Mes parents, pendant ce temps, ont découvert ce que c'est que la vie quand la fille sur laquelle ils comptaient discrètement cesse d'être disponible comme un amortisseur financier. J'avais aidé plus qu'ils ne l'avaient jamais admis à voix haute, couvrant des copaiements médicaux surprises, comblant les déficits temporaires de Brandon, payant pour des choses pendant les fêtes pour que personne d'autre n'ait à se sentir mal à l'aise. Une fois que cela s'est arrêté, la tension a rapidement fait surface. Ils ont refinancé des dettes qu'ils avaient gardées cachées, annulé quelques adhésions qu'ils traitaient comme des marqueurs de statut, et ont commencé à se disputer entre eux au lieu de m'utiliser comme le stabilisateur familial. Ma mère m'a laissé 3 messages vocaux et 14 textos en 6 semaines. Les premiers étaient émotionnels, ceux du milieu défensif, et les derniers se rapprochaient de la négociation. Dans l'un d'eux, elle a écrit « Nous avons tous fait des erreurs ». Dans un autre, cela est allé trop loin. Dans le dernier, je ne sais plus comment te parler. Je n'ai jamais répondu directement. J'ai transmis les plus pertinents à mon avocat, car à ce moment-là, j'avais appris que le silence n'est pas passif quand il est choisi. Le silence peut être une structure. Le silence peut être le respect de soi. La maison s'est vendue un peu au-dessus du prix demandé après les réparations et la mise en scène. J'ai signé les papiers de clôture dans une salle de conférence qui sentait le tonneur d'imprimante et le café. Et quand ce fut fait, j'ai attendu une vague d'émotions dramatiques qui n'est jamais arrivée. Ce que j'ai ressenti à la place était plus stable que le soulagement. C'était une libération. La paperasse pour la bourse a pris un autre mois. Quand j'ai signé cet ensemble de documents, la bourse d'études commémorative Evelyn Carter pour les étudiants de première génération, j'ai pleuré pour la première fois de toute cette saga. Pas parce que la maison me manquait et pas parce que je regrettais quoi que ce soit. J'ai pleuré parce que pour une fois, quelque chose qui avait été tordu par le sentiment d'avoir un droit redevenait pur. Quelque chose que ma famille a essayé de transformer en extraction devenait une possibilité pour des gens qu'ils ne connaîtraient jamais. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ne vous traitent de sans-cœur que lorsque vos limites leur coûtent enfin quelque chose de réel? J'ai souvent pensé à cela pendant cette période, surtout lorsque des parents ont commencé à tourner discrètement, me contactant avec des messages soigneusement neutres qui aboutissaient toujours à la même idée. Peut-être que je devrais envisager une réconciliation. Peut-être que Brandon avait assez souffert. Peut-être que la famille était plus grande qu'un terrible chapitre. Mais un terrible chapitre, non, c'était le mensonge. L'effraction n'était pas l'histoire. L'effraction était le moment où l'histoire est devenue impossible à nier. L'histoire, c'était des années de sentiments de droit, de permission, de favoritisme et de mon propre entraînement à l'auto-abandon. Quand l'été a laissé place à l'automne, les aspects juridiques étaient pour la plupart réglés. La bourse existait. Le calendrier de restitution était fixé. L'argent de la vente était investi. Le monde de Brandon s'était rétréci au rendez-vous de probation, aux candidatures d'emploi et à ce qui restait de sa fierté. Mes parents avaient moins de gens à impressionner et moins de ressources pour le faire. Personne n'avait tout perdu. Mais ils avaient perdu l'illusion que je serais toujours là pour les protéger d'eux-mêmes. C'était, plus que tout, la conséquence qui semblait piquer. Et honnêtement, c'était nécessaire. 6 mois après la vente, Ryan et moi avons fait un voyage ensemble. Pas à l'ancienne maison, pas même dans les Outer Banks, mais à Charleston pour un long week-end sans nouvelles de la famille, sans dossier juridique, sans alerte de caméra et sans pression pour m'expliquer à qui que ce soit. Je ne voulais pas un retour symbolique au passé. Je voulais de la distance. Je voulais m'asseoir dans un endroit beau et ordinaire et me prouver que ma vie pouvait encore être légère après toute cette lourdeur. Le deuxième soir, nous étions assis sur un petit balcon d'hôtel avec des cartons de plats à emporter entre nous et une bouteille de vin bon marché que nous avons tous deux admis être terrible. La ville était calme en dessous de nous, chaude et dorée au loin. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai réalisé que j'avais passé presque une journée entière sans penser à Brandon. Ryan l'a remarqué avant moi. Il s'est penché en arrière, m'a regardé un instant et a dit « Tu sais ce qui est différent ? Tu n'es plus sur la défensive. » Cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru, parce qu'il avait raison. Pendant si longtemps, même les bons jours, une partie de moi avait toujours attendu la prochaine exigence, le prochain voyage de culpabilité, la prochaine crise qui serait d'une manière ou d'une autre transformée en ma responsabilité. J'avais vécu comme un contact d'urgence émotionnelle pour des gens qui ne m'avaient jamais protégé en retour.
Et maintenant, assise là dans la douce obscurité avec ce vin affreux et le bourdonnement silencieux de la circulation bien en dessous, j'ai réalisé que mon corps avait enfin commencé à croire ce que mon esprit essayait de lui dire depuis des mois. C'était fini. Plus tard dans la nuit, Ryan m'a demandé si j'avais déjà fini la lettre. J'ai ri parce que je savais exactement de laquelle il parlait. La lettre non envoyée était passée d'une page à 9 au cours de tout ce désastre. J'y avais écrit après chaque moment majeur, après le dîner, après les images, après les fractions, après que mes parents se soient assis dans mon salon en prétendant que tout cela n'était qu'un malheureux malentendu. Elle contenait toutes les versions de moi qu'ils n'ont jamais pu interrompre. La blessée, la furieuse, la froide, l'épuisée, celle en deuil et celle finalement honnête. Elle disait des choses que j'avais passé des années à ravaler parce que je pensais qu'être la bonne fille signifiait savoir absorber la douleur en silence. De retour dans la chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai lu en entier pour la première fois depuis des semaines. Certaines lignes me serraient encore la gorge. Certaines me mettaient de nouveau en colère. Mais quelques-unes m'ont surprise parce qu'elles ne semblaient plus à vif. Elles semblaient archivées, comme la preuve d'une version de moi que j'avais déjà survécue. Arrivé à la fin, j'ai copié un paragraphe dans mon journal intime, le paragraphe qui me rappelait que je n'avais pas détruit ma famille en disant la vérité à son sujet. Et puis j'ai supprimé le reste. Je n'en ai pas fait une cérémonie. Je n'ai pas pleuré de façon dramatique sur le clavier. Je suis juste resté assise une seconde, regardant l'écran blanc, et j'ai senti quelque chose de simple et de pur me traverser. Le soulagement. Je n'avais plus besoin de la lettre parce que je ne les suppliais plus, même en privé, de devenir des personnes différentes. Je les avais finalement acceptés tels qu'ils étaient. Et une fois que vous faites vraiment cela, vous arrêtez de construire des avenirs imaginaires autour d'excuses qui n'allaient jamais venir. Une semaine après notre retour, j'ai posté une version anonyme de l'histoire sur un forum de soutien en ligne pour les adultes confrontés à des dynamiques familiales toxiques. Je m'attendais à peut-être 10 réponses, peut-être 20. Au lieu de cela, des centaines de commentaires ont afflué, puis des milliers. Des gens de différents pays, de différents milieux, de différents âges, écrivant tous une version de la même phrase, je pensais que j'étais le seul. C'est être parti m'est resté plus que tout ce que Brandon a jamais dit, plus que tout ce que mes parents ont jamais fait. Parce que la trahison au sein d'une famille a une façon de vous isoler même lorsqu'elle se produit au grand jour. Elle vous fait douter de votre propre mémoire, de votre propre ton, de vos propres limites. Elle vous entraîne à expliquer leur comportement avant même de vous autoriser à nommer votre propre douleur. La lecture de ces commentaires m'a fait réaliser combien de personnes avaient passé des années à être cantonnées dans le même rôle que moi. Le stable, le généreux, celui qui est censé comprendre, pardonner, financer, adoucir et rester. Celui qu'on traite d'égoïste dès qu'il cesse de se porter volontaire pour être utilisé. Brandon dérive encore dans ma vie de temps en temps par le biais de nouvelles indirectes. J'entends dire qu'il a trouvé un autre travail. J'entends dire qu'il a l'air plus vieux. J'entends dire qu'il ne rit plus aussi fort qu'avant. J'entends dire que Jessica garde les choses très séparées maintenant. Et honnêtement, je ne la blâme pas. Quant à mes parents, ils sont pour la plupart devenus silencieux. Peut-être ont-ils honte. Peut-être sont-ils en colère. Peut-être attendent-ils que suffisamment de temps passe pour pouvoir réécrire ce qui s'est passé en quelque chose de plus petit, de mutuel, de plus facile à vivre. Les familles comme la mienne sont très douées pour éditer l'histoire quand la vérité devient gênante. Mais je ne suis pas intéressé à aider à cette édition. Je ne suis pas intéressé à transformer cela en une histoire à 2 versions juste pour rendre les autres plus à l'aise. Ce n'en était pas une. Brandon voulait l'accès. Mes parents voulaient la paix sans la responsabilité. Et on s'attendait à ce que je fournisse les deux à mes propres frais. C'est la vérité. Et la vérité ne devient pas cruauté juste parce que quelqu'un déteste les conséquences qui en ont découlé. La plus grande leçon de tout cela n'a pas été que la vengeance fait du bien. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. La vengeance est souvent vendue comme un feu d'artifice. Bruyante, brillante, satisfaisante. Mais la réalité, du moins pour moi, a été plus silencieuse que cela. C'était plus comme un deuil avec une structure. Comme se tenir dans les décombres d'une relation et décider enfin de ne pas la reconstruire avec son propre corps à nouveau. La vraie leçon était que les limites ne sont pas une punition, même lorsque les personnes manipulatrices les vivent de cette façon. Parfois,
la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter de vous interposer entre les autres et les conséquences qu'ils ont méritées. Parfois, dire non n'est pas un échec de compassion. Parfois, c'est la première chose honnête que vous avez dite depuis des années. Et parfois, prendre la chose même qu'ils ont essayé de transformer en levier et en faire quelque chose de significatif, comme cette bourse au nom de ma grand-mère, est la chose la plus proche de la paix que vous obtiendrez jamais. Cette bourse compte plus pour moi que la maison n'aurait jamais pu le faire maintenant. Chaque fois que je reçois une mise à jour à son sujet, chaque fois que j'entends qu'un autre étudiant a reçu un soutien, je pense à ma grand-mère et à la façon dont elle parlait si simplement de la dignité. Elle comprenait quelque chose que j'ai appris bien trop tard. La générosité sans respect devient de l'extraction. Et l'amour sans limite devient la permission pour les mauvaises personnes de prendre jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de vous. Je pense qu'elle aurait compris exactement pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Plus que ça, je pense qu'elle aurait voulu que je le fasse plus tôt. Voilà donc où j'en suis maintenant. Pas guéri par magie. Ne me promenant pas en brillant d'une fin de film parfaite. Juste plus claire, plus forte, moins disposée à confondre le sacrifice de soi avec l'amour. Je dors mieux. Je ris plus facilement. Je ne sursaute plus quand mon téléphone s'allume. Et peut-être que cela semble peu, mais si vous avez vécu des années dans un système familial qui survit en vous gardant émotionnellement disponible pour les dommages de tous les autres, alors vous savez que la paix n'est jamais petite. La paix est une victoire. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà eu à choisir entre maintenir la paix et garder votre respect de vous-même, j'espère que vous choisirez plus vite que je ne l'ai fait. Le sang ne donne à personne le droit de vous vider. L'amour ne nécessite pas un accès illimité. Et la famille n'est pas un mot magique qui transforme la manipulation, le vol et la trahison en quelque chose de noble. Parfois, s'éloigner n'est pas dramatique. C'est discipliné. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une guérison. Et parfois, le moment où il vous traite de cruel est le moment exact où vous cessez enfin de vous abandonner. Alors dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu à fixer une limite avec votre propre famille et à la maintenir, même quand ils vous traitaient d'égoïste, de froid ou d'impitoyable pour l'avoir fait? Je lis ces histoires plus que vous ne le pensez. Et si celle-ci vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que protéger sa paix n'est pas une trahison. C'est parfois le premier véritable acte de respect de soi depuis très longtemps. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.